Bonjour à tous, j'ai fait cette vidéo sur les théories de décompression pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans le corps pendant l'immersion quand on plonge. Je vais commencer du coup par une courte introduction, donc à qui s'adresse cette présentation? Tout simplement à tous les plongeurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, même à des plongeurs tech. Alors ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que malgré le fait que l'art de la décompression soit étudié depuis plus de 3 siècles maintenant, il y a beaucoup de choses qui restent méconnues ou incomprises. Et suivre des tables de décompression ou un ordinateur aveuglément sans comprendre ce qui se passe un peu dedans, ça peut amener à des comportements assez dangereux. Je tiens aussi à faire une petite remarque, c'est une présentation qui n'a pas vocation ni à remplacer un cours ou une formation complète de plongée, et qui ne suit pas spécialement un cursus ni fédéral ni de structure commerciale, type PADI, SSI ou autre. C'est vraiment une présentation générale des théories de décompression. Donc, comme on va parler de la décompression, je tiens à signaler, ce n'est pas un cours sur comment je calcule les paliers quand j'ai des tables, les cours standards qu'on peut avoir en structure. Là, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on fait du palier et comment ça marche dans le corps quand on fait du palier. Donc on va faire un petit peu d'histoire très rapidement. Donc le premier en fait à avoir découvert la maladie de décompression, c'est Robert Boyle en 1654. Donc ce qui est intéressant là, pour anecdote, on a découvert la maladie de décompression avant l'ère de la plongée. En 1654, on ne parle même pas de pieds lourds. Ensuite, donc, il se passe un peu de temps, je rentre pas dans les détails de tous les autres pionniers. On a Paul Bert qui arrive au 19e siècle. Donc Paul Bert qui va décrire les effets de la toxicité de l'oxygène, donc CNS, qui est abordé sur les cours nitrox, on pourra en parler plus tard, et aussi le premier qui va décrire les effets de l'azote sous haute pression. C'est-à-dire qu'avant Paul Bert, on sait depuis les premiers pieds lourds que quand on remonte, il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas trop d'ailleurs ces maladies qui sont appelées des maladies de caisson. On sait qu'il y a des choses qui se passent, mais on ne sait pas pourquoi. Paul Bert va être le premier à théoriser et à dire voilà, on a des problèmes de décompression, c'est dû à l'azote. Après Paul Bert, on a John Scott Haldane qui arrive, donc qui est considéré comme le père de la décompression moderne. Alors pourquoi? C'est Haldane va être le premier à théoriser de manière scientifique ce qui va se passer dans le corps, avec certaines imperfections bien sûr, et ça a été amélioré par la suite. Mais c'est le premier à s'intéresser vraiment plutôt que de parler de manière empirique, à vraiment tout théoriser, à tout mathématiser, à parler de compartiments. Après Haldane, on arrive plus récemment avec Albert Buhlmann, donc lui qui va créer le modèle Buhlmann, pour en parler aussi un peu plus tard, qui est à 95% dans tous les ordinateurs de plongée de nos jours. Donc c'est vraiment lui qui a amélioré les modèles d'Haldane. Donc rappel sur le tableau de droite, l'augmentation de la pression en fonction de la profondeur. Donc, tous les 10 mètres, on prend un bar. On peut se rappeler aussi, on le voit, sur les 10 premiers mètres, la pression double, et ensuite pour redoubler de la pression, il faut aller à 30 mètres, et ainsi de suite. Donc le gradient, là où il y a la plus grosse, forte différence de pression, donc c'est bien sûr dans les premiers mètres. À gauche, un petit diagramme très rapide, donc c'est pour se rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Nous avons les poumons, donc partent des poumons, donc le sang artériel qui est chargé en oxygène, donc en gaz, qui passe dans les tissus donc consomment l'oxygène, et ensuite on repasse donc dans le sang veineux renvoie tout le sang donc pauvre en oxygène au niveau des poumons pour se recharger. Et voilà, on a un peu une circulation comme ça. Donc ça veut dire aussi que dans les poumons, c'est par les poumons qu'on va saturer, puisqu'on fait passer de l'oxygène et aussi de l'azote, on va le voir après. Donc le sang artériel va venir être chargé lui en azote et saturer les tissus. Et à la désaturation, donc la désaturation se fait par le sang veineux. C'est-à-dire que les tissus vont se désaturer, se décharger dans le sang veineux, et l'azote va être reconduit jusqu'aux poumons et éliminé par les poumons. Donc, je vais commencer par un rappel donc, des lois de principe, hein, la loi de Dalton. Donc la loi de Dalton, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la pression totale exercée par un mélange gazeux est la somme des pressions des gaz individuels. C'est un peu barbare dit comme ça, donc en fait très simplement, je rappelle donc dans l'air, on a l'air à la surface, donc on respire à 1 bar, on a 21% d'oxygène et 79% d'azote. Donc la pression, enfin la loi de Dalton dit que en changeant la pression, donc en descendant, par exemple ici à 3 bars, je garde mes proportions. C'est-à-dire qu'à 3 bars, j'ai toujours 21% d'oxygène et 79% d'azote.
mais à 3 bars. Donc ça veut dire, si on prend les chiffres dans le tableau du dessous, là, à la surface, donc pression d'1 bar, 21% d'oxygène, ça me donne une pression partielle d'oxygène de 0,21 bar. 21% sur 1 bar, donc 0,21 bar sur 1 bar. Pareil pour la pression partielle d'azote, je suis à 79%, ça me donne 0,79 bar. Si maintenant j'arrive à 3 bars, donc 3 bars c'est 20 mètres. À 20 mètres, je garde mes 21% d'oxygène. Donc 21% de 3 bars, ça me donne 0,63 bars de pression partielle d'oxygène. Et du coup, ça me donne 2,37 bars de pression partielle d'azote. Et ça, ainsi de suite. Donc les PPO2, pression partielle d'oxygène, c'est ce que vous verrez notamment sur les cours de nitrox, on va beaucoup en parler. Ce qui est intéressant aussi de voir sur ce tableau-là, c'est la ligne à profondeur 60 mètres. Donc 60 mètres, on est à 7 bars. 7 bars, ça nous donne une PPO2 de 1,47 bars. Sachant qu'en France, la plongée est limitée à 1,6 bar de PPO2, au-dessus on considère que c'est toxique. Je reviendrai pas sur cette vidéo sur l'explication, mais on pourra en parler sur une autre vidéo. On peut voir du coup que la plongée à l'air en France n'est pas limitée par l'oxygène, mais en fait elle est limitée par l'azote. 5,53 bars de ppm2, c'est très narcotique et on considère qu'au-delà, ça devient tellement narcotique que ça devient même dangereux de plonger à l'air. Après la loi de Dalton, on va attaquer un autre principe, le principe de demi-vie. Je fais une petite parenthèse, hein. On va attaquer quelques principes comme ça de la loi de Dalton, de demi-vie maintenant, Henry juste après. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de liens, tout le lien on le fera à la suite. Donc le principe de demi-vie, en fait, on va partir d'un compartiment, on va modéliser quelque chose et on va dire que ce compartiment, il a un certain cycle. Là, on va prendre à gauche un cycle de 5 minutes, et à chaque fois qu'on fait 5 minutes, on vient saturer de moitié notre compartiment. Donc notre compartiment de 5 minutes, au bout de 5 minutes, c'est saturé de 50%. Donc si on rajoute 5 minutes, ça nous amène 10 minutes. Ici, à se resaturer de la moitié. Donc la moitié de 50% par rapport à 100%, c'est 75. Si je rajoute 5 minutes, j'arrive à 15 minutes. Ici, resaturé de moitié. Donc la moitié de 75 à 100%, c'est 87,50, et ainsi de suite. On peut remarquer qu'arrivé au sixième cycle, on est à 98,44%, donc grosso modo, on va considérer qu'on est à 100% à partir de 6 cycles. On peut le voir aussi sur la droite. Donc là, on est sur des demi-vies. Donc là, j'ai pris du 5 minutes, j'aurais très bien pu prendre du 10, du 15 minutes ou autre. Mais après la première demi-vie, donc je suis saturé à 50%. Après la deuxième demi-vie, je suis saturé à 75%, et ainsi de suite. Donc sur le slide précédent, on vient d'introduire ce qu'était le principe de demi-vie. Donc on se rend compte que la saturation, c'est pas quelque chose qui est linéaire. On sature très très vite au début et après, plus ça va et plus la saturation devient lente. Ce qui est aussi intéressant de se rendre compte, c'est que la saturation et la désaturation, c'est le même modèle. Donc c'est-à-dire que quelque chose qui se sature vite au début va se désaturer vite rapidement. Au début aussi, et ainsi de suite. Donc ici, je vous ai représenté, il y a pas mal de courbes, hein, donc je vous ai représenté différents tissus, donc avec des demi-vies différentes, une de 5 minutes, 10, 20, 40 et ainsi de suite. Donc on peut se rendre compte sur celle de 5 minutes, c'est vrai que sur une plongée, là, une courbe de saturation de 40 minutes, au bout de 40 minutes, on est complètement saturé. Déjà, on va se rendre compte que celle de 10 minutes, à 40 minutes, on n'est pas encore complètement saturé. Celle de 20 minutes, et ainsi de suite. Donc là, on se rend compte que les compartiments rapides seront tout de suite saturés, et plus ça va aller, plus les compartiments vont être lents, moins on sera saturé. Et ensuite, donc à partir de 40 minutes, là, on va attaquer la désaturation. Donc la désaturation, on imagine notre plongeur, il est remonté, il va évacuer les bulles, donc les compartiments rapides, tout de suite, pareil, principe de demi-vie, hein, toutes les 5 minutes va se désaturer de moitié, donc on va passer de 100 à 50% en 5 minutes, donc là à 45 je suis à 50%, et ainsi de suite. Donc on se rend compte que les compartiments rapides vont se désaturer très rapidement, et plus les compartiments vont être lents, et plus les compartiments vont se désaturer lentement. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'à la fin de notre plongée, des compartiments qui au début n'étaient pas beaucoup saturés, comme les compartiments par exemple, là je prends de 40 minutes ou de 80 minutes, à la fin de la plongée, eux ils sont encore saturés, ils ont encore une certaine saturation, alors que les compartiments qui étaient très rapides, eux sont complètement désaturés.
Donc pour l'instant on est sur des compartiments, on a un compartiment avec des temps, on va essayer de mettre un peu de nom dessus, donc il faut imaginer c'est vraiment une modélisation, mais dans ce qu'on considère comme des compartiments rapides, on a le sang, le cerveau, la moelle épinière, et les compartiments qui sont plus lents, on va avoir la peau, les muscles et les articulations. Donc là, typiquement, on pourrait avoir quelque chose avec toute une partie du sang qui est complètement saturée, une partie du sang qui est quasiment saturée, une partie du cerveau et ainsi de suite, et au niveau des os, très très peu de saturation. Et ce qui veut dire qu'à la sortie, là, voilà, le sang il est complètement désaturé, et on a encore toute une partie des peaux, des articulations, une partie du cerveau avec une certaine saturation de tissu. Donc maintenant qu'on a vu ces premières lois, on continue avec les règles fondamentales. Donc là maintenant on va attaquer sur la loi de Henry. Donc la loi de Henry dit qu'à température constante, la quantité de gaz dissous dans un liquide est directement proportionnelle à la pression appliquée sur le liquide. Bon, c'est pareil, c'est encore un énoncé qui est un peu barbare. Très simplement et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un liquide a une capacité de dissolution. Il faut imaginer par exemple du sucre dans un café. Vous mettez plein de sucre, au bout d'un moment, le café il devient saturé, on peut plus dissoudre de sucre. Le sucre, il reste en cristaux. Si on augmente la pression sur le café, on imagine, on met un piston, puis on appuie, on va augmenter sa capacité, en fait, à dissoudre le gaz. Donc ça veut dire, le gaz ou pour le café, le sucre. Donc ça veut dire, en fait, que si on exerce de la pression, le café va pouvoir dissoudre encore plus de sucre. Donc c'est pareil c'est pareil au niveau du sang, c'est pareil au niveau de la plongée. Là, on respire en surface, une pression de 1 bar, on est saturé en azote, on descend, on va augmenter donc la pression sur notre sang, sur tout notre organisme. Donc on va augmenter la pression, ça veut dire qu'on va entre guillemets créer de la place, on va autoriser plus d'azote à rentrer dans le sang. Voilà tout simplement ce que dit la loi de Henry. Si on appuie, si on augmente la pression, on augmente la capacité à dissoudre du gaz. Donc, une des dérivées de la loi de Henry, donc c'est la diffusion, c'est essayer de savoir d'où passe l'azote. Est-ce que l'azote vient du milieu le plus concentré, le moins concentré, pourquoi? Donc, c'est ce qu'on appelle la diffusion en fait. Donc, la diffusion, ça passe du milieu le plus concentré au milieu le moins concentré. C'est-à-dire qu'en plongée, vous allez descendre, on arrive en bas, donc on respire du gaz comprimé, donc à une certaine pression, donc il y a proportion d'azote va être plus grande dans l'air, enfin dans le gaz qu'on respire, que dans le sang. Donc on va passer du milieu le plus concentré, le gaz qu'on respire, au sang. On va arriver à saturation au bout d'un certain temps. Donc quand il y a saturation, il y a autant de gaz à rentrer qu'à sortir. Et quand on va remonter, ça va être l'inverse. On va remonter, on va être sursaturé, donc il y aura une plus grande portion d'azote dans le sang que dans le gaz, et on va venir désaturer. Donc, au niveau terminologie pour la suite, on parle de pression dans un gaz, donc on l'exprime en barre, et dans un tissu, on parle de tension. Donc c'est la même chose. Maintenant qu'on a vu ces différentes règles, les lois de Dalton, Henry, le principe de demi-vie et tout, on va vraiment pouvoir appliquer ça à la plongée, donc à vraiment rentrer dans le vif du sujet, la saturation et la désaturation. Donc c'est la même chose, ce qu'on a vu, le principe de demi-vie, on sature et on désature de la même manière. Donc ici, on va prendre un exemple à gauche, un plongeur qui est descendu à 30 mètres. Donc 30 mètres, il a une pression ambiante de 4 bars, ça veut dire que s'il respire de l'air, il va inspirer une pression partielle d'azote de 3,16 bars. Et on a pris deux tissus donc qui n'ont pas la même rapidité, on va dire. Donc un premier tissu 1 avec une tension d'azote à 3,16 bars. Donc tension d'azote égale à la pression partielle d'azote aspirée, c'est-à-dire que son tissu est saturé. Et un tissu 2, donc qui a 2,15 bars, c'est-à-dire que le tissu 2 il n'est pas complètement saturé, il est encore en train de se saturer. C'est-à-dire que si le plongeur reste à 30 mètres encore plus longtemps, le tissu 2 va lui aussi rejoindre les 3,16 bars et sera complètement saturé. Donc notre plongeur, il reste pas à 30 mètres, il remonte à 20 mètres, donc 20 mètres, la pression ambiante diminue, donc on arrive à 3 bars, ce qui fait que la pression partielle d'azote respirée, elle aussi diminue, donc on passe à 2,37 bars, 79% de 3 bars. Donc on se rend compte que la tension d'azote du premier tissu est supérieure à la pression partielle d'azote respirée. Donc ça veut dire que déjà le premier tissu,
il est sur la courbe qu'on avait vue avant, en train de désaturer. Il y a plus de pression dans le tissu que dans l'air respiré, donc l'azote a tendance à sortir du tissu. On voit aussi que le deuxième tissu, 2,17, donc lui il continue un petit peu à se saturer, il est toujours pas à 2,37, donc le deuxième tissu il est en train de se saturer. Donc là on est typiquement dans un cas où il y a une partie du corps qui est en train de se désaturer, et une partie du corps qui est toujours en train de se saturer. Donc notre plongeur c'est pareil, il a entamé sa remontée, il s'arrête pas là, il continue, il va à 10 mètres, donc à 10 mètres il baisse sa pression ambiante, donc la pression partielle d'azote inspiré a aussi baissé, et là on se rend compte que les deux tissus, tissu 1 et tissu 2, vont être plus saturés que ils vont être en sursaturation, et donc la tension du tissu 1 et du tissu 2 est supérieure à la pression partielle d'azote respirée. Donc voilà, ça y est, le tissu 1 et le tissu 2 maintenant vont chercher à aller vers la pression partielle d'azote inspirée, c'est-à-dire que le tissu 1 et le tissu 2 vont chercher à se désaturer. On peut aussi le représenter donc, sur le diagramme qui est à droite. Donc les boules blanches, tension de tissu, donc là on prend une tension de tissu à 4 bars, on imagine, voilà, on a notre plongeur qui il a une tension de tissu à 4 bars, on n'est pas sur la même plongée qu'à gauche. Notre plongeur remonte à 20 mètres, donc il va respirer une pression partielle d'azote de 2,37 bars, et ce qu'on avait vu avant, c'est que le principe de demi-vie, on se désature à chaque fois de 50%. Donc 50% entre 2,37 et 4 bars, ça nous donne 3,2 bars. Ça veut dire que notre plongeur, une fois qu'il aura fini la demi-vie de son tissu sera à 3,2 bars, s'il s'arrête à 20 mètres. S'il remonte à 10 mètres, donc le même plongeur ici à 4 bars, au lieu de s'arrêter à 20 mètres, il continue sa remontée et il arrive jusqu'à 10 mètres, donc il a une pression partielle d'azote inspirée de 1,58, il y a toujours le principe de demi-vie 50% qui s'applique, donc à la fin de la demi-vie, il sera à 2,8 bars. Donc sur ce diagramme-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ce qu'on va en tirer, en fait, c'est que plus on va baisser la pression partielle d'azote qu'on respire, donc typiquement, plus on va baisser la pression ambiante, plus on va se rapprocher de la surface, et plus on va désaturer rapidement. L'idéal étant, bien sûr, on imagine remonter directement sur le bateau, et puis on se change et on ne parle pas des paliers. Bien sûr, on va le voir juste après, on ne peut pas baisser la pression ambiante comme ça, sans contrepartie. Mais plus on va s'approcher de la surface et plus on va désaturer rapidement. Donc ce qu'on peut en tirer aussi, c'est que si notre ordinateur nous dit de faire un palier à 3 mètres, si on le fait à 5, c'est tout à fait possible, mais le palier sera moins efficace. On le voit là. Donc il faudra prendre plus de temps. Donc plus le palier va être proche de la surface limite, admettons 3 mètres, et plus le palier sera efficace. Donc, juste avant, on s'est rendu compte que plus on allait proche de la surface et plus les paliers allaient être efficaces. Donc on a dit aussi que ce serait bien de remonter directement sur le bateau et puis de régler le problème. Alors pourquoi est-ce que malheureusement on ne peut pas faire ça? Là, je vais prendre un exemple. Donc sur les horizontales, j'ai ma pression ambiante. Ma pression ambiante, on pourrait dire directement la profondeur. Et sur les verticales, donc j'ai la tension du gaz inerte qui est dans le tissu. On va prendre un plongeur, on va dire que mon plongeur, hop, il descend, et il arrive à 50 mètres. Donc à 50 mètres, il a une certaine tension dans son tissu, donc il y a une certaine saturation. S'il continue, s'il ne bouge pas, il reste à 50 mètres, ce qui va se passer, c'est que son tissu, la tension de son tissu va augmenter, puisqu'il va se saturer, il va augmenter jusqu'à arriver au point B, donc au seuil de saturation. Et à partir de là, le tissu il est saturé, que mon plongeur reste à 50 mètres, s'il reste à 50 mètres, je ne vais pas augmenter la tension de gaz inerte. La tension de gaz inerte sera égale à la pression partielle de gaz inspiré. Voilà, ça bouge plus, le tissu il est arrivé à saturation. Donc voilà, donc on a dit mon plongeur il est à 50 mètres, au lieu d'aller jusqu'au point B qu'on a vu juste avant, mon plongeur il va pas arriver complètement à saturation, il va faire sa plongée, et puis au bout d'un moment, il va décider de remonter. Donc mon plongeur remonte, donc hop, à remonter, puisque la pression ambiante diminue, donc on remonte, jusqu'à dépasser le seuil de sursaturation. Donc là, on a dit, voilà, le seuil de sursaturation, il est à 12 mètres. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Mon plongeur s'arrête, continue de respirer, et vu que la tension du gaz est supérieure au seuil de saturation, hop, mon plongeur, il va commencer à désaturer. Et puis, une fois que donc, le point C, il aura rejoint le seuil de saturation, si mon plongeur bouge plus, il va plus saturer ni désaturer.
Donc il ne se passera plus rien. Donc, mon plongeur va devoir remonter. Voilà, c'est ce qui a été modélisé ici. Donc mon plongeur, là, il est à 12 mètres. Hop, il remonte. Donc il s'arrête à 9 mètres. Il désature, il désature, il désature. Paf, il arrive sur le seuil de saturation. Donc il arrête de désaturer. Donc il va remonter à 6 mètres. Et ainsi de suite. Donc on peut voir comme ça donc, les marches qui créent nos paliers au final. Ce qui aussi est intéressant, donc je vous ai représenté une petite flèche là en pointillé vert. On pourrait très bien, au lieu de s'arrêter tous les 3 mètres, là comme on l'a fait, on pourrait très bien imaginer notre plongeur qui remonte tout doucement, de 12 mètres à 9 mètres. Donc il est en train de désaturer, c'est ce qui se passe là, il faut imaginer, hop, il désature, mais en même temps qu'il désature, il remonte un petit peu. Donc il désature, il remonte un petit peu, il désature, il remonte un petit peu, et ainsi de suite. Et au lieu d'avoir un profil en dents de scie comme on a là, on va avoir un profil qui est beaucoup plus lisse. Donc, pour vous donner un titre d'exemple, c'est déjà ce qui existe sur les ordinateurs des recycleurs. Au lieu d'avoir les recycleurs, au lieu de vous dire un ordinateur de recycleur, au lieu de vous dire bah, vous avez du palier à 12 mètres, puis du palier à 9 mètres, à 6 mètres, à 3 mètres, et ainsi de suite, il va vous dire bah voilà, vous avez une DTR de temps, et la profondeur plancher, c'est 12 mètres. Vous allez remonter vers du 12 mètres, il va vous dire ah voilà, la DTR c'est de temps, et la profondeur plancher c'est du 11 mètres 90. 11 mètres 80, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir faire une remontée la plus lisse possible. Donc on revient sur ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, au lieu de m'arrêter à 12 mètres, et puis d'avoir un palier qui va être efficace un certain temps, et puis au bout d'un moment je vais perdre en efficacité, je me rapproche le plus possible donc, du seuil de sursaturation critique, donc c'est-à-dire je me rapproche le plus possible, je reste allongé ce seuil-là. Donc je vais optimiser mon palier. À chaque fois, je vais ouvrir les 50%, ils seront toujours optimisés par rapport à la profondeur à laquelle je suis. Si maintenant on part sur un plongeur, on va dire, qui est vraiment pressé et qui il part de 12 mètres et puis il remonte là au niveau du point D. On imagine, il est là. Là, ce qui va se passer, donc il part de 12 mètres, il va à 6 mètres. Donc oui, effectivement, il va désaturer plus rapidement, c'est ce qu'on voyait, hein, les fameux 50%. Sauf qu'il va désaturer tellement rapidement que ça va devenir une désaturation anarchique. Donc c'est-à-dire, en fait, il va créer beaucoup trop de bulles, son corps va pas avoir le temps de les éliminer, et là, il va faire un accident de décompression. Donc le but de la décompression, c'est pour ça que c'est assez critique quand on fait nos paliers, en fait, c'est de jouer entre notre seuil de saturation et notre seuil de sursaturation critique. Plus on va se rapprocher du seuil de sursaturation critique, et plus on va venir dégazer rapidement, efficacement, mais si on le dépasse, on va dégazer tellement efficacement qu'on va faire un accident de décompression. Donc c'est ça, le but du jeu, c'est de jouer, entre guillemets, dans cet espace-là. Et de jouer le plus safe possible. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre des coefficients pour rester, pour prendre aucun risque. Donc jusque-là, on a vu pourquoi est-ce qu'on faisait des paliers, pourquoi est-ce qu'on faisait des paliers proches de la surface, comment faire pour avoir des paliers efficaces. On n'a jamais parlé pour l'instant de vitesse de remontée. À chaque fois on a dit voilà, le plongeur il remonte, et il arrive, il attaque ses paliers. En fait, la vitesse de remontée va aussi avoir son importance. Donc il y a une étude qui remonte à maintenant il y a un petit peu plus de 10 ans qui a été faite sur des profils, donc des vitesses de remontée, des paliers ou non, et savoir un petit peu ce qui se passait dans le corps des plongeurs. Donc la première colonne, donc on a classé par ordre de meilleur profil. La deuxième colonne, donc c'est les vitesses de remontée, donc 10 mètres par minute, du 18 mètres par minute et du 3 mètres par minute. Donc 18 mètres, on va pouvoir l'associer à du 15-17 mètres minute, les tables MN90. La troisième colonne, donc les paliers, s'il y a eu des paliers et les paliers qui ont été faits, la durée. La quatrième, la DTR, donc la durée totale de remontée. Ici, avec des abréviations qui tiennent un petit peu de l'insulte. On a le taux de bulle qu'il y a dans le sang. Et ensuite, on a pris des saturations moyennes donc de tissus de 5 minutes et de tissus de 10 minutes. Donc voilà un petit peu pour présenter le tableau. Donc notre plongée, enfin nos plongées, les plongées qui ont été réalisées, donc c'est 25 minutes à 25 mètres. Le plongeur il est descendu, il a passé 25 minutes à 25 mètres et ensuite il attaque sa remontée. Donc on va prendre le cas le pire. Un plongeur donc, qui remonte 3 mètres par minute, donc une remontée lente,
qui pourrait être fait, je sais pas, sur un tombeau, on descend à 25 mètres, on passe 25 minutes, et ensuite on remonte gentiment en regardant les poissons, on se fait plaisir, et puis on arrive au niveau des paliers, l'ordinateur dit hop, bah pas de palier, on est dans la courbe, bon bah l'ordinateur dit pas de palier, on est dans la courbe, hop, on sort, donc on sort, la DTR ça donne du 8 minutes, et là on se rend compte que le taux de bulle, c'est le pire taux de bulle qu'on puisse avoir. Donc déjà on a une saturation de 75% sur le tissu de 10 minutes, et c'est c'est notre pire profil. Le plongeur qui est descendu, il fait une remontée lente, et puis l'ordinateur dit pas de palier, bon bah je fais pas de palier, on va pas s'embêter avec les détails. Donc je dis pas que le plongeur il a un accident de décompression, mais au niveau de la saturation, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc le cas juste après, c'est un plongeur, pareil, il descend, 3 mètres, il remonte à 3 mètres minutes, il s'arrête pour faire un palier de 5 minutes à 6 mètres, palier de principe, hein, le safety stop qui est sur les ordinateurs. Donc tout de suite, bah oui, il prend 5 minutes sur sa DTR, et déjà au niveau de son taux de bulle, il y a déjà un petit peu de mieux. Donc on se rend compte que le safety stop, même si c'est un palier de principe, si on peut le faire, autant le faire. Alors bien sûr, hein, si la mer elle est démontée, c'est peut-être plus risqué de faire un safety stop parce que on va avoir d'autres choses qui vont rentrer en compte. Hein. Vous imaginez, il y a 2 mètres de houle, 2 mètres de houle, il y a possibilité de faire une surpression, il y a possibilité de surpression pulmonaire, hein, il y a possibilité que les tympans, il y a un moment donné, ça passe pas ou autre. Voilà. Donc faut aussi s'adapter aux conditions. Donc maintenant on prend toujours le même plongeur, il fait la même plongée, il remonte 10 mètres par minute, c'est un petit peu plus rapide. Il fait pas de palier, l'ordinateur lui pas de palier, hop, il remonte et il arrive sur le bateau. Donc déjà on se rend compte ici, ce qui est intéressant, c'est qu'un plongeur qui remonte à 3 mètres minutes et un plongeur qui remonte à 10 mètres minutes sans faire de palier, eh ben vaut mieux remonter à 10 mètres minutes et pas faire de palier. Alors pourquoi ça? Tout simplement, c'est qu'il faut imaginer le plongeur qui remonte à 3 mètres minutes. 3 mètres minutes c'est assez lent, donc il continue de saturer. Là, il va partir du fond, il continue de saturer. Et puis la désaturation, quand il va arriver aux alentours de 10 mètres par exemple, elle est pas super bonne par rapport à un plongeur qui va être à 3 mètres. Donc le plongeur qui est à 10 mètres minutes, il va désaturer beaucoup plus rapidement. Donc, déjà on peut le voir, alors pas pour le tissu 10 minutes, mais déjà donc notre plongeur, toujours le même plongeur, hein, il fait une plongée, 25 mètres, 25 minutes, et il remonte à 10 mètres minutes. Il fait pas de palier, et il ressort, il a un meilleur profil que le plongeur qui est remonté à 3 mètres minutes et qui n'a pas fait de palier. Alors pourquoi ça? Déjà, donc, il y a moins de taux de bulle, et aussi la désaturation, elle va être meilleure. Il va remonter plus rapidement, donc il va être tout de suite plus proche de la surface. Ça veut dire aussi donc, des saturations meilleures, plus ou moins, mais surtout moins de saturation. Le plongeur qui va remonter à 3 mètres minutes, tout le temps de sa remontée, il va continuer, entre guillemets, tout le temps où il est au fond, à saturer. Pour celui qui remonte à 10 mètres minutes, il va désaturer plus rapidement. On a un plongeur donc, qui va remonter beaucoup plus vite cette fois-ci, donc il va être à 18 mètres minutes. Il s'arrête, il fait un safety stop à 6 mètres. On se rend compte que à la sortie, il a un meilleur taux de bulle que les autres plongeurs, que les plongeurs qui sont remontés lentement. Donc ça veut, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est que déjà, remonter un peu rapidement et faire du palier, c'est quand même mieux au niveau du taux de bulle que remonter lentement et puis pas faire de palier. Donc après, voilà, je passe les détails. Le meilleur profil qui est sorti de cette étude, donc c'est un plongeur qui est remonté à 10 mètres minutes, qui a fait un palier à 15 mètres de 5 minutes, plus un palier à 6 mètres de 5 minutes, et il est sorti avec le meilleur taux de bulle. Donc déjà, on va regarder sur les trois premières classifications. Il vaut mieux remonter à 10 mètres minutes plutôt que 18 mètres minutes. Ça, c'est quelque chose, il me semble que les MN90, donc les tables de la Marine nationale 1990, qui font référence, mais qui parlent de 15 mètres minutes, 15 à 17 mètres minutes, la vitesse de remontée. Toutes les autres agences dans le monde parlent plutôt de 10 mètres minutes. C'est ce qui semblerait être le plus efficace, de 10 à 12 mètres minutes. En plus, au passage, pour compter, c'est plus facile. On peut aussi conclure qu'il vaut mieux remonter, entre guillemets, plus rapidement que pas vite. 3 mètres minutes, 18 mètres minutes, on se rend compte que le plongeur, pour même palier, hein, donc en plus du temps de remontée qui est plus grand, il y a un meilleur taux de bulle. Donc il vaut mieux remonter un peu plus rapidement que trop lentement. Le meilleur étant de remonter à la bonne vitesse. Donc là, jusqu'ici, donc il y a des paliers à chaque fois mi-profondeur, donc de 15 mètres minutes, on va en parler un petit peu plus tard.
Donc maintenant qu'on a vu les paliers, qu'on a vu les vitesses de remontée, palier profond, oui ou non? Alors c'est toujours la grande question qui anime beaucoup sur les bateaux ou de retour au centre. Euh, alors pourquoi c'est une grande question? C'est que malheureusement il n'y a pas de réponse toute faite. Alors on va poser un peu les avantages et les inconvénients de chacun. L'avantage du palier profond, donc le premier avantage, c'est qu'on va évacuer une partie des bulles silencieuses. Donc en évacuant une partie des bulles silencieuses, en fait, on va avoir moins de fatigue après les plongées. Donc c'est vrai que faire du palier profond, ça, ça peut, euh, ça peut se justifier en disant, bah voilà, moi je fais du palier profond, je suis moins fatigué après mes plongées. Ouais, bon, pourquoi pas. En avantage aussi, on a une début des désaturations des tissus rapides. On s'arrête, par exemple, on remonte d'une plongée à 40 mètres, on s'arrête à 20 mètres, on va commencer déjà à désaturer les tissus rapides, ce qu'on avait vu un petit peu avant. Par contre, les tissus lents qui n'étaient pas saturés à 40 mètres, à 20 mètres, si ça se trouve, ils sont toujours en sous-saturation. Donc c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à 20 mètres et on va continuer à saturer les tissus lents. Donc en fait, plutôt que de se dire, bah voilà, je remonte à 20 mètres, je vais évacuer de la bulle partielle, donc je serai moins fatigué, et puis je fais mes paliers comme avant, si ça se trouve, s'arrêter à mi-profondeur, ça va nous donner encore plus de paliers. Donc ça fait partie des inconvénients. C'est pour ça que pour limiter donc, les paliers peu profonds, l'utilisation d'un nitrox en décompression est recommandée. Donc un nitrox, on va dire un nitrox chargé, donc au-delà de 50%. Donc là, ça devient du nitrox confirmé. Mais pour une plongée simplement à l'air, il faut garder à l'esprit que si on s'arrête à mi-profondeur, bah, certes, on aura peut-être un petit peu moins de fatigue, mais il y aura quand même il y aura très certainement plus de paliers à la sortie. Donc par rapport au slide juste avant, donc il disait voilà le meilleur, donc je le rappelle, hein, le meilleur profil c'est du palier mi-profondeur. Oui, certes. Maintenant, il faut regarder le meilleur profil avec du palier mi-profondeur, 12 minutes 5 de DTR, là où exactement la même chose ici, on était à 7 minutes 5. Donc il faut aussi prendre en compte le temps qu'on va passer dans l'eau. Il y a d'autres donc pour étayer le propos au niveau des paliers profonds, je vous montre un graphe d'une plongée que j'ai effectuée donc à Bécron et les Granites à côté d'Angers. Donc alors oui, certes en recycleur, mais ça n'empêche pas que la saturation va se passer un petit peu de la même manière. Donc là, on est descendu, donc je descends, je descends, je descends. On peut voir ici sur ce graphique-là donc les compartiments 1, 2, 3, 4, 5, donc les 16 compartiments de Bullman, et 100% de saturation. Donc on peut voir à la descente, voilà, les compartiments rapides, on va avoir tendance à se saturer, je reste au fond, hop là, ça se sature, et voilà, mon premier compartiment, à partir de maintenant, il est saturé à 100%. Donc si je reste à la même profondeur, ce compartiment-là se charge plus, et les autres vont continuer à se charger. Donc ce qui se passe là, c'est quand j'ai commencé un petit peu à remonter, donc je remontée lente, donc on voit que comme je remonte, le compartiment 1 il est un petit peu sursaturé, mais on voit surtout que le compartiment 3, 4 et 5, voilà, là ici, ils sont en train de remonter, ils sont en train de charger. Donc pourtant je suis en train de remonter. Et je continue à saturer mes compartiments 4, 5, 6. Et si j'étais resté voilà, plus longtemps, bah, j'aurais continué. Donc on voit que le compartiment 1, il a déjà commencé à désaturer, mais tous les autres compartiments, ils sont encore en train de se saturer. Donc voilà ce que ça peut donner un palier mi-profondeur. Et ensuite, donc voilà, ça continue à se charger, et ensuite voilà, je suis remonté, donc voilà, pendant toute ma remontée, je désature le reste de mes compartiments. Donc on peut voir ici que le palier mi-profondeur, certes, j'ai désaturé mon premier compartiment, mais les compartiments qui étaient plus lents, j'ai eu tendance à continuer à les charger. L'avantage d'être en recycleur, c'est que les paliers pro un peu profonds, je vais être sur un nitrox qui est très enrichi, donc je vais gagner du temps. Donc pour revenir à nos moutons, une étude un petit peu plus récente, donc récente entre guillemets, hein, qui date de 2010, qui a été faite en Norvège, les conclusions ont été que donc les paliers profonds ne sont pas recommandés donc pour des plongées courtes et avec un niveau d'activité bas. C'est-à-dire que pour nos plongées à nous, plongeurs loisirs, en gros, on est toujours dedans. La plongée courte, faut imaginer, on dépasse 30 à 40 minutes de temps fond.
nous quand on va faire une immersion à 50 ou 60 mètres, on passe rarement plus de 15 minutes au fond. Donc là, il déconseille des paliers profonds. Par contre, il conseille donc des paliers profonds pour les plongées longues ou avec un niveau d'activité haut, donc pour les plongeurs commerciaux qui vont travailler au fond, ou pour les plongées en altitude. Donc les plongées lac, ils ont tendance à dire que voilà, il faudrait penser faire du palier mi-profondeur. Mais sinon, voilà, c'est qu'une recommandation, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Mais les conclusions de cette étude, c'est voilà, pour nous plongeurs, plongeurs lambda, plongeurs loisirs, pas de palier profond voilà, pour nos plongées. Donc jusque-là, on a vu pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passait en saturation, désaturation, pourquoi est-ce qu'on faisait du palier, comment on faisait les paliers, les vitesses de remontée aussi, qui sont très importantes. On a vu aussi ce qu'on appelle le palier mi-profondeur, les paliers profonds, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas, et si oui, dans quelle mesure il faut les faire. Un autre point très intéressant de la décompression, donc c'est ce qu'on appelle la fenêtre oxygène. Donc on va en parler juste là. Donc pour étayer ce que c'est que la fenêtre oxygène, j'ai pris un diagramme assez simple. Donc tout à gauche ici, donc la boule blanche, on a la tension dans le tissu, et les deux boules rouges, donc on a la pression ambiante et la pression partielle d'azote. Ce qu'on a vu avant, donc la désaturation, c'est que ça va être à 50% entre la tension du tissu et la pression partielle d'azote de ce qu'on est en train de respirer. J'ai représenté aussi donc une ligne rouge qui est le seuil de sursaturation critique, donc c'est ce qu'on disait aussi, on ne peut pas remonter sur le bateau en se disant voilà, plus on est proche du bateau, voire si on est sur le bateau, la désaturation elle est le plus efficace possible, et à un moment donné on ne peut pas remonter plus haut qu'un certain seuil sans prendre de risque de faire un accident de décompression. Donc un cas un petit peu étayé ici, j'ai mon plongeur donc qui a une tension de tissu de 3 bars, mon plongeur il arrive donc au point C à 9 mètres, donc 9 mètres, il y a une pression ambiante de 1,9 bar, donc il respire de l'air, donc de l'air, il respire un mélange à 1,5 bar, c'est-à-dire que s'il ne bouge pas, au bout du cycle, on va prendre un cycle par exemple de 5 minutes, son tissu sera à 2,25 bar. S'il veut augmenter ces 50% là, s'il veut améliorer l'efficacité de son palier, la seule chose qui est possible pour lui, en fait, c'est au lieu de rester à 9 mètres, ça va être de remonter à 3 mètres. Il remonte à 3 mètres, donc il respire, maintenant il est à 1,3 bar, donc il respire un mélange à 1 bar de pression, donc ces 50%, ça devient du 2 bar. Je remonte, il est passé de 2,5 bar à 2 bar. Donc voilà, il va désaturer plus rapidement. Sauf que maintenant, voilà, il est à 3 mètres, il a le seuil de sursaturation critique qui est là, et s'il remonte plus haut, donc si imaginons il est remonté par là, il arriverait dans cette zone-là, et là il ferait un accident de décompression. Donc il ne peut plus remonter, il est limité, et il va faire son palier donc le plus efficace possible en respirant son mélange fond. Maintenant, ce qu'on appelle la fenêtre oxygène, qu'est-ce que c'est? On va changer de mélange. Au lieu de rester sur mon mélange fond, donc à ma pression ambiante ici, je vais passer donc sur une pression partielle d'azote dans un bloc de déco, donc je vais prendre un pony, je vais respirer un autre gaz, et je vais venir ouvrir ce qu'on appelle la fenêtre oxygène. Donc les pressions partielles entre la pression partielle mélange fond et la pression partielle d'azote du bloc d'écho vont être différents. Un cas expliqué, j'ai toujours mon plongeur donc qui a une tension de tissu de 3 bars. Dans son mélange fond, il est à 3 mètres, il respire 1 bar de ppn2, de pression partielle d'azote, donc les 50% c'est du 2 bars. Ça veut dire qu'à la fin du cycle, par exemple 5 minutes, il aura respiré, sa tension de tissu sera à 2 bars. Alors que si j'ai le même plongeur qui se met à respirer de l'oxygène pur, donc pression partielle d'azote dans le bloc d'écho 0, les 50%, ça lui donnera 1 bar. Donc il y en a un en respirant de l'air, il va avoir une tension de tissu qui est à 2 bars à la fin de son cycle, alors que le même plongeur, s'il avait respiré de l'azote, il aurait 1 bar. C'est-à-dire que pour ce cas-là, sa décompression va aller 2 fois plus vite en respirant de l'oxygène. Et en fait, on se rend compte que c'est pas le fait de respirer de l'oxygène qui fait qu'on désature plus vite, mais c'est le fait de respirer moins d'azote. Donc en fait, on va carrément, pour de l'oxygène pur, on va carrément supprimer toute l'azote, et là on va désaturer le plus rapidement possible. On se rend compte aussi qu'en respirant de l'azote, qu'en respirant de l'oxygène pur, la pression ambiante à laquelle on est n'influe plus. Que je sois à 3 mètres, à 5 mètres ou à 6 mètres,
je respire toujours 0 bar d'azote, j'ai toujours une tension de 3 bars, donc mes 50% seront toujours à 1 bar. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'un plongeur qui va vouloir optimiser à tout prix avec son mélanchon, il va dire bah voilà, moi, mes paliers, il faut que je les fasse à 3 mètres parce que j'ai pas envie de sortir de l'eau dans 10 heures. Il va se mettre à 3 mètres. Vous imaginez, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 de houle, donc à 3 mètres, la houle, il va la sentir pas mal. Alors qu'on prend le même plongeur, au lieu de se dire bah voilà, moi à 3 mètres, il faut que je sois absolument à 3 mètres pour faire mes paliers de manière le plus efficace possible. On prend le même plongeur qui a un bloc d'écho, il va se mettre à 5 mètres. Ses paliers auront la même efficacité. Mais par contre, lui, au niveau du confort, à 5 mètres, il va ressentir un peu moins la houle que le plongeur qui est à 3 mètres. Une autre représentation de la fenêtre oxygène, donc elle peut être faite au niveau de ces deux diagrammes-là. Donc on imagine un plongeur ici qui part, il fait une plongée à 30 mètres à l'air avec une déco à l'air. Donc là, voilà les pressions partielles qu'il respire. Donc il est en surface, il respire de l'air, donc 79% d'azote et 21% d'oxygène. Donc ça nous donne les 1 bar, hop, il descend, donc il respire toujours 79% d'azote et 21% d'oxygène, donc ça donne les pressions partielles qu'on pourrait calculer. Notre plongeur, donc il a fait donc, son temps au fond, et là, hop, il remonte, 27 mètres, 24 mètres, 21, et il arrive 9 mètres, 6 mètres, 3 mètres, 0 mètres, voilà. Il respire toujours de l'air. Donc on se rend compte, voilà, il respire toujours 79% d'azote. Plus ou moins forte pression, mais c'est toujours 70% d'azote. Si on prend le même plongeur et qui fait une déco à l'oxygène, à partir de 6 mètres, on a supprimé tout l'azote. Donc voilà, à partir de 6 mètres, toute la pression partielle d'azote a été supprimée, il respire plus que de l'oxygène, donc il a ouvert la fenêtre oxygène de manière maximale. On peut se rendre compte du coup sur ces diagrammes-là que oui, l'azote, en la supprimant, en fait, on va gagner énormément de temps au niveau du palier. Donc on est rentré pas mal dans les différentes théories, hein. Théorie de décompression, la saturation, désaturation, les changements de gaz avec la fenêtre oxygène. On va faire un cas d'application sur une épave par chez nous, donc secteur de l'Héron, La Rochelle, donc l'épave du Soerland qui est à 37 mètres au maximum. Donc, le Soerland, hein, pour la petite histoire, donc c'était un spearfisher qui a été coulé le 12 août 1944. Et donc il a pris 2 torpilles par la RAF. On voit très nettement, donc là, le premier impact de la torpille, et très certainement, il en aura pris une deuxième par ici. Donc je vous ai mis, si vous voulez aller plonger dessus, je rappelle, un fond de sable à 37 mètres. Si vous voulez aussi aller dessus, il y a des clubs comme le Subaquois La Rochelle ou le Nautilus sur l'île de Ré qui y vont assez régulièrement. Donc le Soerland, 37 mètres. Alors je vais commencer par définir la notion d'engagement. La notion d'engagement, je rappelle, elle est définie par la DTR. C'est-à-dire que plus on va avoir un temps de remontée qui va être long, et plus la plongée va être dite engagée. Un plongeur qui peut faire très bien une plongée à 40 mètres, si à 40 mètres il y passe peu de temps, sa plongée sera moins engagée qu'un plongeur qui va plonger pendant 1h30 à 20 mètres. Donc c'est pas qu'une question de profondeur, c'est surtout une question de temps par rapport à une sortie potentielle de la plongée. Donc là, je prends mon plongeur, donc un 15 litres à l'air, il descend à 37 mètres, hein, le cas classique, il passe 20 minutes de temps fond et il remonte. Donc il a une DTR qui l'amène, là grosso modo on doit être à 32 minutes 5. Donc 21, 32 minutes 5, il doit être sur du 11 minutes de grosso modo 11-12 minutes de DTR, enfin de palier, plus le temps de remontée. Ça commence à être une plongée qui est assez engagée, surtout si on la fait avec que un 15 litres. C'est-à-dire que si jamais il y a le moindre souci, il n'y a pas beaucoup de rab dans la bouteille pour parer à une solution. Donc là, les calculs d'autonomie ont été faits pour sortir de l'eau avec 50 bars dans la bouteille. Je prends le même plongeur, mais cette fois-ci, au lieu de partir avec un 15 litres air, il part avec un 15 litres nitrox 32. Déjà, on voit que la courbe, c'est pas la même. Le plongeur, il a fait exactement la même plongée, et au lieu de sortir en 32 minutes, là, il va sortir en 26-27 minutes. Il a déjà gagné 5 minutes. 5 minutes de palier juste en partant avec un gaz qui était différent. On est toujours avec un 15 litres. Maintenant, on va prendre un plongeur, on va dire qu'il va chercher un petit peu plus à apprécier le temps de plongée donc sur l'épave.
Donc notre plongeur il part avec un billes 2 fois 10 litres à l'air, et il va faire 25 minutes temps fond. Donc 25 minutes temps fond à l'air. Donc je rappelle, hein, la règle des tiers est respectée, donc ça veut dire que quand il sort de l'eau, normalement il a encore suffisamment de gaz pour parer à toute éventualité. Il reste au moins un tiers de gaz dans sa bouteille. Donc là, ça veut dire que s'il a un problème au fond, contrairement au plongeur 15 litres, lui va pouvoir rester plus longtemps. Il a saturé plus longtemps, il a suffisamment de gaz pour faire plus de paliers, au cas où. Donc là, au niveau de la sécurité, certes l'engagement est plus grand, mais au niveau de la sécurité, c'est pas la même. Donc on a un plongeur là qui doit attaquer les paliers grosso modo aux alentours de 27 minutes et qui doit sortir autour de 47 minutes. Donc là, déjà, il a 20 minutes de palier, plus le temps de remonter. Voilà, on va être aux alentours de 23-24 minutes de DTR, ce qui commence à être une grosse DTR. Je prends le même plongeur, mais au lieu de faire ma plongée juste avec mon billes 2 x 10 litres, je fais ma plongée avec mon billes 2 x 10 litres air, et je rajoute une déco Nitrox 80. Donc au final, j'ai passé le même temps fond, je remonte, et là je sors en 37 minutes. Donc je dois faire 10 minutes de palier au lieu de faire 20 minutes. J'ai gagné 10 minutes de palier, la moitié. J'ai aussi, si on s'amuse à comparer, là j'ai un plongeur avec un 15 litres air qui n'a pas de rab, qui fait 20 minutes de fond. Moi avec un billy et une déco, je vais faire 25 minutes, je vais gagner 5 minutes de fond, ce plus apprécier l'épave, et j'ai le même engagement à la sortie. Ça aussi, ça devient intéressant. Donc je vais maintenant dire, bon voilà, au lieu de partir avec un déco Nitrox 80, je vais partir avec une déco O2, la même chose, 2 x 10 litres à l'O2. Grosso modo, je vais gagner 1 minute de palier. Alors 1 minute de palier, ça peut être, dire voilà, il faut partir avec de l'O2 plutôt que du déco Nitrox 80. Pourquoi pas? Ce qui est aussi intéressant ici, c'est de regarder le temps qu'il y a à faire à 6 mètres. Déco à l'O2, c'est 6 mètres maximum. On ne peut pas aller en dessous de 6 mètres avec de l'oxygène. Mais ici, je ne peux pas aller au-dessus de 6 mètres. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois stabilisé parfaitement à 6 mètres. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait de houle. L'avantage de prendre du Nitrox 80, c'est que ça va me laisser une certaine latitude. Dire, bah voilà, s'il y a un petit peu de houle, bah, je vais être à 6 mètres, 6 mètres 50, 6 mètres, 6 mètres 50. Je vais pouvoir osciller un petit peu. Avec de l'O2, je pourrais pas. Donc, ok, je vais prendre 1 minute de plus, mais en termes de confort sur le palier, le Nitrox 80 dans ce cas se justifie. Donc ici on peut voir, voilà, en ayant travaillé un petit peu les gaz, j'ai passé 5 minutes de plus au fond et j'ai un peu moins d'engagement qu'un plongeur avec un 15 litres air. Ici ce qui est intéressant, donc j'ai retravaillé un petit peu ma config, et au lieu de partir avec un billy 2 x 10 litres air, je vais partir avec un billy 2 x 10 litres Nitrox 32 et une déco Nitrox 80. Et ce que j'ai cherché à voir, c'est pour avoir le même engagement qu'un plongeur qui part avec un 15 litres air, si je travaille correctement mes gaz, quel temps je peux passer au fond. Donc j'ai le même engagement, j'ai la même DTR que le 15 litres air, mais au lieu de faire 20 minutes de temps fond, moi je vais faire 32 minutes. Je vais gagner quasiment un quart d'heure de plongée sur mon épave pour le même engagement. Et là on se rend compte que la plongée au mélange commence à prendre tout son intérêt. La plongée au mélange, c'est pas uniquement du trimix pour aller à des profondeurs déraisonnables, hein, des plongeurs qui vont à 150 mètres. Bon, il y en a, hein, ils remontent pour la plupart. Mais la plongée au mélange, ça peut être tout simplement du nitrox et une déco. Et on se rend compte qu'on peut faire des belles plongées sur des épaves. L'épave du Sutherland, j'en ai pas parlé, mais elle doit faire 130 mètres de long. 130 mètres de long, faire un aller-retour en 20 minutes. Alors, ça se fait, mais déjà, il faut avoir des bonnes jambes. Et surtout, on va pas voir grand-chose de la plongée. Alors qu'avec un billy, nitrox et une déco, en 32 minutes, j'ai quasiment le temps de faire le tour de mon épave. C'est là que ça devient très intéressant. Donc pour finir ce cours, je vous ai mis les 3 livres dont je me suis inspiré pour monter cette vidéo. Donc le premier, Deco for Divers. Alors c'est un livre qui est excellent. Malheureusement, il existe que en anglais, en tout cas à ma connaissance. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme niveau d'anglais pour le lire, il se lit très très bien. Il couvre tout.
c'est-à-dire qu'il va couvrir vraiment de l'introduction à la décompression, les lois de Dalton, donc il va rentrer un petit peu plus dans les détails, jusqu'à du gradient factor, jusqu'à du trimix, il va vraiment tout couvrir. Et il est vraiment très très bien fait. Deuxième livre, donc c'est La plongée tech de Pascal Bernabé. C'est un livre qui est vraiment bien, qui est assez complet. Il va y avoir toute une partie donc, sur la décompression, donc on rentre pas dans la théorie de décompression, mais notamment donc les vitesses de remontée, l'accidentologie, et aussi toute une partie donc là un petit peu plus on va dire tech sur de l'équipement. Pourquoi, comment, enfin pourquoi on utilise tel ou tel matériel et comment le placer par exemple. Et enfin donc le dernier, donc le manuel de la plongée nitrox, euh, qui est bien, mais très sincèrement, je l'ai trouvé très très léger. C'est-à-dire que oui, on va apprendre à plonger avec un nitrox, c'est-à-dire qu'on va apprendre la réglementation, on va apprendre très rapidement les fondamentaux de la plongée nitrox, mais quasiment tout ce qu'il y a dans la vidéo, c'est tiré du Deco for Divers et de Plongée Tech. Là, c'était vraiment une aide juste pour venir complémenter la présentation. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez des commentaires, enfin mettez vos questions en commentaire sur la vidéo, j'y répondrai, pas de souci. Bonne journée à tout le monde.